impression cela fait-il, monsieur l'ambassadeur, à un haut fonctionnaire qui se trouve tout à coup investi de la responsabilité d'être ambassadeur en Chine? Eh bien, au début, une certaine émotion, bien sûr. Pourtant, ceci s'est préparé assez lentement parce qu'il n'était pas sûr que je serais désigné pour l'ambassade en Chine. Il en était question pendant 2 mois, 3 mois au Quai d'Orsay. Mais certainement, le jour où j'ai appris par mon ministre et par M. Couve de Murville que j'étais l'homme choisi par le général de Gaulle, j'ai eu naturellement une forte émotion. Quitter l'administration centrale où j'étais depuis 18 ans et partir pour la Chine, c'était une étrange aventure. Un pays de si grande civilisation, si riche de traditions, si important, et appelé, à mon avis déjà à ce moment-là, à devenir une très grande puissance, ce n'était pas rien que d'être nommé ambassadeur auprès de ce pays-là. Vous avez dû avoir des scrupules de conscience, non? Oui, j'ai eu des scrupules de conscience. Puis, vous savez, un Breton est assez fier, malgré tout, même s'il veut être modeste. Et en raison de cette fierté, j'ai été heureux d'avoir été choisi pour cette mission. Le général de Gaulle, d'ailleurs, m'y a encouragé. Dans le passé, j'étais surtout occupé des problèmes de l'Europe de l'Est, des pays communistes. Puis j'ai été désigné comme directeur d'Asie par Couve de Murville. Et ceci a duré tout le temps du général de Gaulle, c'est-à-dire de 59 à 69, c'est-à-dire 10 ans. Et en tant que directeur d'Asie, j'étais naturellement intéressé par la Chine, puisque le problème de l'établissement des relations avec la Chine, qui a été résolu en 64, faisait l'objet naturellement de réflexions bien longtemps avant. En sorte que la Chine a été pour moi une préparation assez longue, avant d'y être nommé moi-même, après mon ami Lucien Paye, qui a passé 5 ans, de 64 à 69. Et vous êtes resté 6 ans en Chine, ce qui est un séjour qui excède en général la norme. C'est vrai, surtout dans un pays difficile. La tradition, c'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mais lorsque M. Pompidou est devenu président de la République, il m'a demandé de rester pour un séjour supplémentaire. Et puis ceci, ensuite, après la mort de M. Pompidou, s'est prolongé parce que M. Giscard d'Estaing a préféré me laisser sur place. Je suis donc resté 6 ans, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Et vous avez connu pendant ces 6 ans-là, qui ont été des années tout de même déterminantes dans la politique extérieure de la France, où vous avez été en contact avec les personnages les plus importants de la Chine. Oui, le président Mao Tse-tung, naturellement, M. Chou En-lai, qui est un homme prestigieux, pour lequel j'ai eu, pendant les 6 années que j'ai passées là-bas, la plus grande admiration, la plus grande estime, et naturellement tous les autres personnages, par exemple M. Deng Xiaoping, qui est l'actuel vice-premier ministre. Et pendant ces 6 ans, il s'est produit un certain nombre d'éléments que l'on juge assez mal dans l'optique française, mais il y a eu des événements extrêmement importants dans les relations entre les deux pays et où vous avez été au premier plan. Oui, il y a eu, à mon avis, un grand événement, un très grand événement qui dépasse même le cadre des relations franco-chinoises. Il y a eu l'établissement des relations qui ne sont pas diplomatiques encore, mais qui sont quand même très importantes entre la République populaire de Chine et les États-Unis. C'est-à-dire ce que me disait le général de Gaulle en 69, à savoir que le président Nixon avait décidé doucement d'aller vers la Chine, d'établir des contacts avec elle, et ne s'opposait pas à ce que la République populaire de Chine entre aux Nations Unies. Eh bien, ce grand événement s'est produit, ça a été secret, ça a été discret. Sans doute étions-nous les seuls à savoir que ceci se préparait, mais un jour, M. Kissinger est arrivé à Pékin, en juillet 71, et M. Chou En-lai était à l'ambassade de France, juste à ce moment-là, le 14 juillet, M. Kissinger était dans la place. On annonçait le lendemain que M. Nixon ferait une visite officielle en Chine. Il est venu en effet en février 72. Cet événement, à mon avis, a été le plus grand événement diplomatique, à la fois pour les grandes puissances et également dans le cadre des relations franco-chinoises. On peut dire en particulier que pendant votre séjour comme ambassadeur de France en Chine, nous avons frôlé un conflit international à plusieurs reprises, non?
Oui, en 69-70, les relations ont été à ce point tendues entre la Chine et l'Union soviétique que certains ont cru qu'il y avait vraiment danger de guerre. Il est fort probable qu'un tel affrontement aurait dégénéré en une guerre mondiale. Et maintenant, vous êtes en train d'écrire vos mémoires d'Extrême-Asie. Dans quelle perspective et dans quel but? Perspective, en gros, pour moi, est la suivante. Il me paraît difficile, sinon impossible, de décrire la Chine selon un système théorique qui ferait que la Chine serait intégrée dans une espèce de règle des unités, des trois unités, comme on disait au XVIIe siècle, avec un début, un commencement et une fin. Je crois qu'en face d'une réalité aussi complexe, il faut se comporter de manière modeste, c'est-à-dire noter les faits au jour le jour, de semaine en semaine, et ne se livrer à une synthèse qu'à la fin. J'ai donc décidé d'écrire mon livre, non pas sous une forme construite, mais comme un rouleau qui se déroule peu à peu, du jour au lendemain, de la semaine à la semaine, de mois en mois, et ceci, c'est la forme du journal que j'ai choisi pour cela. Il y a eu beaucoup de Bretons en Chine. C'est ainsi, par exemple, qu'il m'est arrivé un jour de fouiller dans les archives de l'ambassade et de relever le nom des Français qui sont morts en Chine dans les campagnes napoléoniennes de 1860, la prise de Pékin, ou alors à l'époque du combat délégation, en 1900, beaucoup de noms bretons, des Portanguen, des Jézéquel, des Kemener, des noms en Ic et en Ec. Je pourrais en citer 8 ou 10. Mais il y a aussi d'autres Bretons qui ont passé en Chine et qui n'étaient pas des soldats, ceux qui étaient des soldats, qui n'étaient pas des marins ou des soldats. Il y a par exemple Ségalen, qui à vrai dire était marin. Oui. Mais je ne vois pas Ségalen en militaire. Il n'est pas allé en Chine avec un fusil ou un sabre. Il est allé en Chine avec sa curiosité du monde chinois pour essayer de trouver, après la Polynésie, une civilisation bien plus riche, qui a des couches importantes d'humanité à travers les siècles, des traditions, des œuvres d'art, littéraires, artistiques. Et voilà un Breton qui, parti de Brest, allait à la recherche d'un monde nouveau et qui le respectait. Ségalen est parti à la recherche de Gauguin, au départ, parce qu'il a écrit après les immémoriaux. Et vous, dans votre manoir de Les Avennes, vous avez retrouvé l'atelier de Gauguin. Oui, il y a un rapprochement assez amusant. C'est vrai qu'il y a une démarche assez commune chez Ségalen, à mon avis, et chez Gauguin. Gauguin fuit la civilisation. Il trouve une civilisation différente à Tahiti. Et vous savez, c'est déboires et c'est démêlé avec la représentation de l'administration française dans les îles, n'est-ce pas? Il y a une démarche assez commune chez Ségalen qui, lorsqu'il allait à Tahiti en 1903 et aux Marquises, espérait trouver Gauguin.
comme vous savez, il est arrivé quelques semaines après la mort. Mais leur démarche est à peu près la même, à savoir essayer de retrouver, comme je disais tout à l'heure, le fond de civilisation ancienne derrière les modifications apportées par l'étranger, au fond. C'était nous l'étranger. Aussi étais-je heureux de trouver dans cette maison l'atelier de Gauguin, l'ancien atelier de Gauguin, et je constate avec plaisir que l'un des hommes qui ont aidé à découvrir Gauguin, c'est Ségalène. En somme, monsieur l'ambassadeur, vous avez une chance inouïe, c'est que pour votre seconde jeunesse, vous disposez d'un cadre où vous avez rassemblé l'essentiel de ce qui a fait l'intérêt de votre existence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en particulier la dernière phase, parce que j'ai passé une partie de ma carrière, ou de ma vie, parce que je n'aime pas trop le mot carrière. Ça rappelle trop le Quai d'Orsay, dans d'autres régions, par exemple dans l'Europe de l'Est, du côté de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de l'Union soviétique, de la Roumanie, de la Yougoslavie. Mais la partie qui m'a peut-être le plus marqué, c'est certainement l'Indochine et la Chine. Et ici, vous avez rassemblé une petite Chine. Oui, c'est vrai. En haut et ici en bas, il y a quelques autres. Les tapis sont chinois, les meubles sont chinois, les tableaux sont chinois, les objets sont chinois. Ça sont les tapis du Xinjiang et l'ensemble de ces objets sont chinois. Vous n'envisagez pas de vivre ailleurs? Non. L'âge est maintenant tel que, je pense, c'est mon point d'attache. Et lorsque se rapproche le moment de s'en aller, on revient au point natal.